Bonjour à tous, il est 20h02 et vous êtes bien sur la radio Campriote, dans la radio de la street. Aujourd'hui, au programme de ce soir, nous allons parler d'un de mes Zelda favoris, qui n'est potentiellement pas celui que je préfère le plus, mais qui en est très proche. Donc nous allons parler de The Legend of Zelda Link's Awakening, et on va faire un petit tour sur la version DX et sur ses différentes versions. Donc, dans un premier temps, ce Zelda est sorti sur Game Boy en 1993, développé par Nintendo et édité par Nintendo, et dont le directeur en réalisation est Takashi Tezuka, le producteur est Shigeru Miyamoto, donc des grands noms de chez Nintendo. En plus, il y avoir beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dessus, donc je ne citerai pas forcément tous les noms. Je vous laisse aller regarder Wikipédia pour plus d'informations par rapport à ça. Donc, comme je le disais, sorti en premier temps sur la Game Boy, ensuite réédité sur la Game Boy Color avec une version DX qui rajoute des couleurs et un dongle supplémentaire. Donc la version DX est sortie en Europe en décembre 1998 et en France le 11 décembre 1998. Et ensuite nous avons eu le remake sur Switch qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne dis pas de bêtises, en septembre 2019. Alors, que dire sur ce Zelda? Déjà, il est extrêmement particulier parce que c'est un Zelda qui, comparé aux Zelda dites traditionnels et classiques, on se retrouve sur l'île de Cocoline avec des personnages inédits et aucune présence de Zelda dans cette aventure. En plus du fait que nous ne changeons jamais d'épée, excepté pour la récupérer, mais il n'y a pas de Master Sword ou d'épée ultime comme dans d'autres jeux. Donc il est techniquement une sorte de suite spirituelle à Zelda Link to the Past. Et donc dans cette histoire, dans ce Zelda, nous suivons Link qui est parti en mer et qui se retrouve présent dans une tempête. Alors durant cette tempête, il reçoit un éclair dans lequel il perd connaissance et il se réveille sur l'île de Cocoline où il est recueilli dans un lit par Marine, un personnage qu'il va confondre avec Zelda directement. Donc au tout début du jeu, nous n'avons rien excepté un bouclier que nous récupérons grâce au père de Marine et qui nous permettra d'aller chercher notre épée et à partir de là le jeu pourra commencer. Donc c'est un jeu assez particulier pour la simple raison qu'il y a énormément de références et de clins d'œil à d'autres jeux Nintendo, comme par exemple dès le début dans une machine où le but est de récupérer des objets, nous pouvons avoir un Yoshi, il y a aussi des chompes, on peut voir des Goombas, on peut voir des plantes piranha. Enfin, il est assez courant justement de voir ce genre de petites références dans des Zelda, comme par exemple le tableau dans une maison de Link to the Past où on voit Mario dessus, mais jamais en aussi grosse quantité. Du coup, il faut savoir en plus, en plus de ça que c'est un Zelda classique, c'est-à-dire le but c'est principalement de l'exploration et du donjon. Donc il y a 8 donjons au total, plus un 9e si l'on considère le boss final comme étant un donjon. Et donc en plus de cela, nous avons un objectif qui nous est donné par un hibou. Donc l'objectif et la quête de Link dans celui-là, ça va être de réveiller une créature dormant sur l'île qui est le poisson rêve, qui sommeille au plus haut d'une montagne dans un œuf de Yoshi. Pour cela, on nous apprend qu'il faut récupérer les instruments sacrés, enfin des différents instruments de musique qui sont répartis du coup dans les 8 temples. Il faut savoir que pour pouvoir accéder à un temple dans ce Zelda, ce n'est pas comme dans d'autres Zelda où hop là on va devant le premier temple, on y rentre, on fait le donjon et on repart directement. Non, il y a une petite subtilité qui fait qu'on arrive devant le donjon et en gros on doit avoir la clé spécifique au donjon qui nous permet d'y entrer. Ce qui rajoute un potentiel charme et montre que les donjons sont un peu plus sécurisés que dans certains autres Zelda. Comme toujours, bien évidemment, dans ce Zelda, nous avons différents objets qui nous permettront d'affronter nos ennemis, de renforcer un peu Link et son pouvoir de déplacement, entre guillemets, dans le sens où on récupérera les bracelets de force qui nous permettent de soulever des rochers qui sont normalement trop lourds, qui nous permettront de débloquer des raccourcis. Plus tard, nous débloquerons des grappins. Plus tard aussi, on débloquera une téléportation qui nous permet d'aller un peu partout sur l'île et ce genre de choses. Donc voilà, il faut savoir dans ce jeu, comme je l'ai dit, il y a 8 donjons qui nous permettent de récupérer 8 instruments de musique différents qui nous permettront de réveiller le poisson rêve. Toujours pour continuer là-dessus, bien évidemment, ces instruments de musique, qui dit instrument de musique, dit l'instrument principal de tous les The Legend of Zelda. Vous l'avez compris, je vous donne un mille, l'ocarina,
est toujours présent, il est de retour, et nous allons le récupérer dans le village, et entre guillemets, ce qui est assez cocasse, dans un rêve. Il me semble que c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas le plus horrible de le récupérer, et cette ocarina va nous permettre plusieurs choses. Il va nous permettre d'apprendre des mélodies, donc d'en apprendre 3. Une qui nous est apprise par Marine, qui s'appelle la balade du poisson rêve, qui est extrêmement importante. Une autre qui va nous être apprise par un poisson, et qui va nous permettre de se téléporter à un endroit précis, qui va nous permettre de faire une quête secondaire. Et Warp, si je ne dis pas de bêtises, la troisième mélodie qui est donnée par un ennemi de la saga des Mario, et qui nous le fait avec la chorale des crapauds. Et celle-ci, me semble, nous permet de nous téléporter, si je ne dis pas de bêtises. Une autre différence majeure avec ce Zelda, c'est que il y a un système de troc qui est réellement important, où on peut échanger certains objets avec d'autres pour pouvoir avancer dans l'aventure, sachant qu'il y a un point où le troc est obligatoire. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, le Yoshi que l'on a dès le début est utile, car si l'on le prend, on peut le donner à un enfant, enfin à une mère qui le donnera à son enfant, et en échange elle nous donne un ruban. En donnant ce ruban à une chompe, on obtiendra de la pâtée pour chien. En donnant cette pâtée pour chien à un crocodile, on obtiendra une banane. Avec cette banane, on pourra l'échanger contre un singe qui nous donnera un bâton. Avec ce bâton, on pourra l'échanger pour récupérer du miel. Avec ce miel, on pourra l'échanger, etc., jusqu'à devoir se retrouver l'écaille d'une sirène, sachant que dans la toute première version ce n'était pas une écaille, c'était un bikini, mais censuré, ce qui est compréhensible entre guillemets. Toujours par rapport à ça, il y a quelque chose de très particulier que je n'ai pas énoncé dans ce Zelda, c'est une sorte d'ambiguïté constante. J'entends par là que dans ce Zelda, on se retrouve à apprendre au final que l'île sur laquelle on est ne serait qu'un rêve. Et donc devoir réveiller le poisson rêve reviendrait à effacer tout ce qui se trouve sur cette île. Mais en même temps, si l'on veut sortir de cette île, on n'a pas d'autre moyen que de réveiller ce poisson-là. Ça crée tout de suite une sorte de problème qui fait que dans un sens, nous avons envie de sortir de cette île, mais dans l'autre, du côté moral, est-ce que faire disparaître entre guillemets toute une population, c'est bien, même si ça reste un rêve, sachant que voilà, on s'attache extrêmement au lieu et à l'île en elle-même, qui n'est pas si grande mais qui nous paraît assez vaste au début lorsqu'on l'explore pour la première fois. Marine est un personnage très important, car ce personnage-là est littéralement en train de nous aider à vouloir réveiller le poisson rêve, tout en étant consciente du risque que cela représente pour elle. Elle a sa balade du poisson rêve qui la rend d'autant plus importante, car si l'on ne la débloque pas, nous ne pouvons pas finir le jeu. Comme je l'ai dit, c'est un Zelda particulier, dû à son ambiance et dû à son scénario qui est très poussé et très réfléchi pour l'époque. Le scénario de ce Zelda là est vraiment important, bien que je vous ai entre guillemets spoil ce qui s'y passe. Je vous conseille quand même d'essayer d'y jouer, ou alors juste de regarder un let's play, ça sera déjà plutôt bien. Mais bon, je vous conseillerais quand même d'y jouer si possibilité. Les émulateurs existent, vous pouvez vous faire plaisir, ça sera moins beau que sur Switch certes. Mais voilà, d'ailleurs en parlant de sa version Switch qui a eu un accueil plutôt particulier chez le public dû à son graphisme. Une autre particularité de ce Zelda, c'est que personnellement, les dialogues sont assez cheap, dans le sens où ce n'est clairement pas des dialogues qui se prennent au sérieux. Quand on parle aux gamins, ils brisent des fois le quatrième mur, ou alors ont des dialogues plus ou moins improbables, comme par exemple, je me souviendrai du dialogue qu'on a lorsqu'on apprend à sauvegarder. D'ailleurs, la manière de sauvegarder est horrible, mais le gamin nous apprend à sauvegarder, et puis il fait oh, et puis ça veut dire quoi sauvegarder? Et juste après il nous fait oh bah je ne sais pas, et après tout je ne suis qu'un gosse. Et ce genre de petites phrases humoristiques se retrouvent souvent dans ce jeu. Par rapport au donjon, d'ailleurs, on a des phases qui ne sont pas forcément en 3D. Des fois, on se retrouve avec une sorte de 2D à la Mario, ce qui fait que ça varie un petit peu le gameplay, et ça rend d'autant plus hommage aux différents jeux de la firme.
une fois que nous avons récupéré les 8 instruments et que nous sommes montés en haut de la montagne et que nous avons fait la mélodie, on va ouvrir l'œuf qui nous mène au poisson rêve. Et une fois que l'on rentre à l'intérieur, on se retrouve dans un énorme labyrinthe, d'où franchement réussir sans solution est assez complexe. Mais la solution est donnée dans la bibliothèque, avec un livre qu'il faut obtenir en mettant un coup de botte d'Hermès dans une bibliothèque. D'ailleurs, je n'ai pas dit tous les objets se trouvant dans ce jeu, mais il y en a beaucoup, et franchement, je ne sais pas si ça intéresserait des gens, mais je vais quand même en citer un qui est important, car c'est la première fois que l'on a la possibilité de sauter, car oui, nous obtenons un objet dans le premier donjon, si je ne m'abuse, qui nous permet de voler, donc c'est une plume, enfin de voler, de faire un saut, et il y a une très bonne synergie avec du coup les bottes de Pégase qui, si l'on fait bottes de Pégase plus saut, nous permettent de faire un saut beaucoup plus grand que d'habitude, ce qui nous permet d'avoir des zones qui sont normalement inaccessibles. Voilà, donc du coup petite parenthèse fermée, lorsque l'on va dans l'œuf, une fois que l'on a retenu le tracé que l'on a à faire, on va tomber face au boss final. Ce boss final n'étant pas un boss connu de la série Zelda, c'est-à-dire c'est un nom qui n'est jamais revenu, ce n'est pas Ganon, ce n'est pas Ganondorf, ce n'est pas Arianim, ce n'est pas ces personnages-là, ou qui sais-je encore, c'est vraiment un ennemi qui est unique à ce jeu. Il prend un petit peu la forme d'un Vahati. Globalement, c'est à peu près à ça qu'il ressemble, et il y a une phase où il ressemble à Ganon et à Ganondorf, mais plutôt à Ganon. Mais voilà, c'est vraiment une période courte, parce qu'il n'a pas vraiment de forme globale. Justement, son combat évolue quasiment tout le temps. Donc je vais revenir une troisième fois sur Marine, parce que Marine est un personnage que j'apprécie beaucoup, non pas parce que c'est le personnage qui représente entre guillemets Zelda, mais plutôt parce que c'est un personnage très touchant qui nous aide malgré sa connaissance de ses actes. En plus, elle est très humaine, je veux dire ça comme ça, parce que elle vient nous aider, elle nous accompagne pendant une période, elle est utile entre guillemets, car à un moment il faut aller dans le village des animaux dans lequel dort un morse, et justement grâce à elle on va pouvoir, grâce à elle et à sa balade du poisson rêve, nous allons pouvoir justement faire se réveiller ce morse et pouvoir passer, lui permettant d'accéder à un désert. Et après d'ailleurs elle va rester dans ce village et chanter pour les animaux la fameuse balade du poisson rêve. Donc elle est beaucoup plus utile qu'une Zelda ordinaire, tout en restant un personnage très marquant qui, on se doute, a des sentiments pour Link. Je vais finir par donner un avis global sur ce jeu, donc bien évidemment si je le présente ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un Zelda que j'apprécie fortement, qui est même très très haut dans ma tier list, je vais dire ça comme ça et je ne vais pas dire dans mes notes, parce que je ne préférerais pas noter des choses parce que je ne suis pas forcément bon en notation, mais dans ma tier list il est très haut. Pourquoi cela? Parce que voilà, je trouve le scénario très intéressant, je trouve les personnages très intéressants, je trouve Marine très intéressant, je trouve sa musique, la balade du poisson rêve, comme étant extrêmement intéressant. C'est pour moi la meilleure musique de Zelda confondue. Pour moi, il n'y a pas d'autres musiques qui sont à la hauteur de celle-là. Donc de toute façon, vous l'entendez en fond actuellement dans cette vidéo, mais je vous conseille de l'écouter sans ma voix qui vous gêne un petit peu pour vraiment l'apprécier. Il faut savoir que c'est une musique qui est assez calme, qui est en même temps assez rythmée. Il y a quelques covers sur elle, il y a beaucoup de reprises, et donc voilà, elle est quand même assez populaire auprès des fans. Donc je suppose que ça doit être la musique favorite de certaines personnes, et donc je ne suis pas le seul à l'apprécier. Bien, je pense que là-dessus nous pouvons conclure. Donc je conclurai rapidement en reprenant un peu tout ce que je t'ai dit, en disant que ce Zelda est un très très bon Zelda, que je vous conseille, qu'il serait bien que vous le testiez.
Après, pourquoi est-ce qu'il faut le tester? Parce que sa direction graphique, bien que assez ancienne, ne change pas grand-chose, mais évolue beaucoup sur la version DX. Entre guillemets DX, je parle de la version sur Switch, où son graphisme change de tout au tout. La bande originale est absolument merveilleuse, toutes les musiques sont réussites. En plus de cela, je ne l'ai pas précisé, mais je le redis rapidement, dans la version DX, il y a un donjon en plus, donc on tombe à 10 donjons. Donc le donjon des couleurs qui permet de choisir une armure qui nous permet de renforcer notre défense ou d'augmenter notre attaque. Et sinon, explorer ce monde est absolument merveilleux. C'est tout simplement un Zelda presque parfait. Je ne pourrais pas donner de défaut, mais je pense que le fait qu'il soit court me rend un peu triste parce que j'adore cet univers et j'aimerais y rester plus longtemps, mais c'est la vie. Donc, en espérant que cette émission vous ait plu, personnellement, j'ai bien aimé la faire, j'ai bien aimé en parler. Si vous voulez d'autres informations sur ce sujet, je peux vous proposer d'aller regarder la vidéo qu'avait fait le JDG sur le bazar du grenier, où il parle justement de Link's Awakening comme étant un des jeux de son enfance qu'il avait préféré. Après, vous avez aussi un test en carton de Seven, bien plus humoristique et bien plus cuté, qui est sur la version DX sur Switch. Mais après, voilà, vous êtes libre à vous d'aller regarder des let's play ou alors juste des résumés ou ce genre de choses. J'espère que je vous aurai suffisamment intéressé pour vous donner envie de vous renseigner sur ce jeu magnifique qui est Zelda Link's Awakening. Je rends l'antenne